Bonjour à tous et bienvenue pour ce 31e épisode de L'Aubry qui court. Vous me voyez dans un décor un peu particulier, que je suis au siège de la France Insoumise cette semaine pour la mobilisation des soignants. Et je suis ici précisément dans la cuisine. On aura l'occasion à travers cet Aubry qui court de vous faire découvrir un peu mieux les coulisses ici du siège de la France Insoumise. Et cette semaine donc à Paris d'un côté pour les mobilisations sociales, mobilisation avec les soignants qui en ont marre de se faire applaudir et qui veulent de vraies revalorisations salariales. Et évidemment, on est à leur côté. Aussi mobilisation sociale contre les violences policières et on reviendra sur l'inconscience totale d'Emmanuel Macron qui en vient carrément à faire des clins d'œil à l'extrême droite. Et puis après, cap sur Bruxelles, cette semaine on a aussi une session plénière au Parlement européen. On reviendra sur la création d'une sous-commission contre l'évasion fiscale et aussi sur un texte qui prévoit la déréglementation bancaire. Et en parlant de déréglementation bancaire, derrière tout ça, il y a des lobbies qu'on va retrouver dans notre coin des lobbies. Vous verrez qu'ils sont jamais aussi actifs qu'en ce moment, côté bancaire, mais aussi côté lutte contre l'évasion fiscale pour revenir sur des règles de transparence. Bref, allez, c'est parti, agenda chargé aujourd'hui, générique. Ça y est, on est enfin de retour dans la rue, en manif, et c'est tout un symbole que notre première mobilisation sociale, elle se passe aux côtés des soignants, ceux qu'on a applaudis pendant 3 mois et qui, bizarrement, ont vite été oubliés par le gouvernement depuis le 11 mai, alors qu'ils demandent une seule chose, et ce, depuis bien avant la crise du coronavirus, d'être revalorisés et qu'on repense complètement notre rapport à notre système de soins et de santé publique en France. Et pour le moment, ça se résume à quelques primes pour certains et encore, ça dépend des endroits, des régions et des conditions. Et ça n'effacera pas des décennies d'austérité dans le secteur public. Ici, dans cette mobilisation, vous le voyez peut-être derrière moi, vous avez des aides-soignantes, mais aussi des infirmières. Je dis volontairement infirmières parce que ce sont des métiers essentiellement féminisés. Vous avez aussi des médecins, des aides médico-psychologiques. Bref, c'est l'ensemble du secteur de la santé qui est mobilisé et ça va même au-delà du simple hôpital public. On parle bien de tous les niveaux hiérarchiques, de tous les secteurs de la santé qui sont ici mobilisés. Et c'est finalement l'ensemble du secteur du soin, du lien, de l'attention à l'autre qui est mise ici en avant et qui questionne la société de demain et qui est en rupture totale avec la marchandisation qu'on nous propose du secteur du soin. Parce qu'ils le disent ici tous en manif, quel prix a un acte de soin quand on prend soin en tant qu'aide-soignante d'un patient? Est-ce qu'on peut financiariser ça? Ou la conversation qu'une aide médico-psychologique par exemple va avoir avec un patient, ou même certains actes médicaux qui ne sont pas forcément rentables financièrement, mais qui permettent de sauver des vies. Voilà les questions qui sont posées aujourd'hui par cette mobilisation. Et c'est bien ça qu'il faut voir ici avec une mobilisation qui est forte, qui j'espère va obtenir gain de cause, parce qu'il faut se souvenir de l'expérience du coronavirus, mais aussi se souvenir que pour être résiliente, notre société a plus que jamais besoin d'un système de santé publique fort, robuste. Pour ça, ça nécessite de l'investissement, mais ça nécessite aussi de repenser notre rapport aux soins, à la dignité humaine, un thème qui sera majeur dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour continuer à être aux côtés de tous ceux qui se battent ici, dans la rue et ailleurs, pour que cette société du soin permette enfin des revalorisations salariales bien méritées, mais bien au-delà. Je voulais vous reparler du racisme et des violences policières à la suite de la très belle et de la très forte mobilisation de la semaine dernière, parce que non, ce n'est pas juste un coup de colère ou un coup d'émotion comme l'ont dit certains, c'est un mouvement qui est ancré, historique, porté aussi par la jeunesse qui crie son ras-le-bol face aux violences policières, à leur traitement médiatique, face aussi à l'impunité dont jouissent ceux qui sont coupables de violences policières. Et d'ailleurs, ce mouvement n'est pas que français, il y a un mouvement mondial contre les violences policières et c'est d'ailleurs à ce titre que nous avons réussi à obtenir cette semaine un débat en session plénière au Parlement européen sur les violences policières aux États-Unis mais aussi en France et en Europe avec une référence directe dans la résolution votée au Parlement européen à la mort d'Adama Traoré et aux nombreuses victimes de violences policières
partout en Europe. Et face à ça, on a un phénomène de gilet jaunisation du traitement médiatique et du traitement politique. En gros, on a le droit de pleurer George Floyd, mais on n'a pas le droit de mettre la lumière sur les violences policières et le racisme dans la police en France, sous peine d'être traité de séditieux, voire de violent. Et il faut voir pour cela le traitement médiatique de la mobilisation Place de la République samedi dernier, où on a vu tourner en boucle dans les médias cette image d'un antisémite qui crie « sale juif », un acte isolé, alors qu'on a une immense mobilisation de personnes qui crient et chantent des slogans antiracistes, des personnes qui reprennent aussi la Marseillaise et qui crient cette revendication qui est peut-être la plus forte. Nous sommes français, nous appartenons à la France, et être français, c'est appartenir à la République et ne pas subir ces violences policières. En revanche, les médias ont très peu parlé de cette banderole de génération identitaire et de l'extrême droite qui a tenté de détruire la mobilisation de la jeunesse qui était très forte samedi, tant en nombre, mais aussi très forte émotionnellement. Et en parlant de séparatisme, Macron joue lui-même le jeu extrêmement dangereux de l'extrême droite en alimentant les fantasmes de Marion Maréchal Le Pen qu'on a vu tout d'un coup d'ailleurs ressurgir sur l'espace médiatique et en reprenant quelque part les obsessions de l'extrême droite, en ne parlant que de l'histoire et en ne comprenant pas les revendications qui se sont exprimées dans la rue et en les balayant quasiment d'un revers de la main. Finalement, il a choisi ces mots dans son allocution dimanche dernier en stigmatisant la jeunesse qui est mobilisée, en parlant d'eux comme des séparatistes, voire des communautaires, et en ne comprenant pas ce qui mobilise fortement cette jeunesse. Et résultat, du côté du gouvernement, bien, on souffle un peu le chaud et le froid. On a un Christophe Castaner qui a eu au départ des mots assez forts, mais qui est revenu tout de suite en arrière, notamment sous la pression des policiers. Il a d'abord annoncé qu'il n'y aurait plus de pratique d'étranglement, que ce serait remplacé par le taser, mais finalement il est revenu dessus. Bref, on n'y comprend plus rien, mais ce qui est sûr, c'est que rien ne bouge à l'heure actuelle, à la fois pour changer les pratiques et l'enseignement des pratiques de maintien de l'ordre, mais aussi pour venir à bout de l'impunité des violences policières. Et il faut voir pour cela, et je vous invite à aller regarder l'enquête de Mediapart qui revient sur l'ensemble des affaires traitées par l'IGPN et dont l'immense majorité a été enterrée sans que les victimes de violences policières finalement puissent avoir accès à la justice. La parole aussi commence à se libérer du côté des policiers qui sont nombreux à ne pas vouloir cautionner les pratiques racistes de leurs collègues. Je vous renvoie pour ça à l'enquête de France Info sur le racisme qui dit tout le monde sait, le voit, le subit et qui montre l'étendue du problème, qui montre aussi que les actes racistes dans la police ne sont pas isolés et sont parfois bien trop tolérés. Face à ça, on a des syndicats de police qui sont extrêmement mobilisés, voire qui ont des réactions menaçantes de la part du syndicat d'extrême droite Alliance. Et donc, on a un besoin de soutenir les policiers de bonne foi qui, eux, peuvent être en capacité de dénoncer les pratiques racistes et de ne pas subir les pressions de ces syndicats qui, finalement, maintiennent cette espèce de chape de plomb sur les violences policières au sein même de la police. De notre côté, on va continuer à soutenir les mobilisations de la jeunesse, les mobilisations qui s'expriment un peu partout et sous différentes formes. On va aussi relayer les alertes et on va continuer à demander la justice pour toutes les victimes de violences policières. Cette semaine, on est en manif dans la rue, mais on est aussi en session plénière au Parlement européen. Et je voulais vous parler de deux sujets qui sont débattus cette semaine en session plénière et sur lesquels je me suis investie dans la commission des affaires économiques et monétaires dans laquelle je siège. Le premier sujet, et c'est une bonne nouvelle, on n'en a pas souvent, donc on est content de vous la donner, c'est qu'on a réussi à obtenir une sous-commission taxe au Parlement européen. Alors là, vous allez me dire, encore un énième truc bureaucratique, qu'est-ce qu'elle nous sort là maintenant? Je vous jure, c'est utile. C'est un truc pour lequel je m'étais battue depuis des années quand je travaillais à Oxfam. On avait aussi réussi à obtenir il y a quelques années au moment des scandales d'évasion fiscale, je sais pas si vous vous souvenez, les Panama Papers, les LuxLeaks, le Parlement européen avait mis en place des commissions d'enquête pour enquêter sur ces sujets de manière spécifique, mais il n'y avait pas de commission à proprement parler au sein du Parlement européen qui traitait des questions fiscales parce que
c'était la prérogative des États, et puis les eurodéputés n'avaient pas à s'en mêler, ça faisait pas partie de leur mission. Eh bien, je suis contente de vous annoncer que cette semaine est créée officiellement la sous-commission taxe au Parlement européen, dans laquelle je siégerai. J'avoue que j'ai une petite pointe d'émotion au moment de l'annonce de cette commission, puisque avec mes collègues à Oxfam, on s'était battus pour ça pendant des années. Et dans cette commission, nous, on va continuer à porter de vraies réformes de justice fiscale à une période où peut-être on n'en a jamais eu autant besoin, à la fois pour réduire les inégalités qui se creusent à cause de la crise, mais aussi pour relancer l'économie. On a besoin de lutter contre l'évasion fiscale, d'une liste crédible de paradis fiscaux qui liste y compris les pays européens. Et puis on a besoin aussi de se poser et de lever des tabous sur les questions fiscales, comme sur la taxation de l'héritage, une taxation environnementale, mais qui soit juste socialement, pas comme la taxe que nous avait proposée Emmanuel Macron. Voilà l'ensemble des combats que nous allons porter dans cette commission, et à n'en pas douter, on continuera à vous tenir au courant. Le deuxième texte dont je voulais vous parler est un texte de nouveau inspiré par le lobby bancaire. D'ailleurs, on aurait pu le mettre dans notre coin des lobbies, mais vous allez le voir, il est déjà bien chargé cette semaine. Et ce texte, il prévoit de revenir sur des obligations qui ont été mises en place à la suite de la crise financière de 2008. Et finalement, alors qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle crise économique et financière, c'est comme si on n'avait pas retenu les leçons. Et ce texte prévoit de revenir sur ce qu'on appelle les exigences en fonds propres pour les banques. Les exigences en fonds propres, c'est les fonds minimums que les banques doivent détenir dans leur coffre pour assurer une forme de stabilité financière, parce que oui, une banque, quand elle prête de l'argent, en fait, elle ne possède pas l'ensemble de l'argent dans ses caisses. Et donc, il y a une obligation européenne, notamment à la suite de la dernière crise, pour qu'elles aient un minimum de fonds propres, lequel seuil va être abaissé à la demande du lobby bancaire et de la Commission européenne. Et donc, soi-disant, pour que les banques puissent prêter davantage, on abaisse le niveau d'exigence qui leur est faite, alors que ces exigences étaient déjà insuffisantes. Et donc, in fine, on renforce les risques de faillite bancaire. Et on sait très bien ce qui se passe quand il y a des faillites bancaires. On a vécu en 2008, c'est l'État qui vient à la rescousse, qui injecte des milliards, et l'État, à la fin, c'est nous qui payons la note pour l'irresponsabilité et les risques pris par le secteur bancaire. Et le comble de toute cette histoire et de ce texte, c'est que nous avons au moins essayé d'introduire des contreparties pour que toutes les banques qui bénéficient de ce dispositif ne puissent pas verser de dividendes à leurs actionnaires. Et même ça, ni la Commission, ni les autres groupes du Parlement européen n'en ont voulu, à croire qu'en 2008 comme en 2020, ce sont les actionnaires qui priment sur l'intérêt général. Là, on est à un endroit qu'ils appellent le passe-plat au siège de la France Insoumise, et on s'est dit que c'était une bonne métaphore pour notre coin des lobbies, où ils passent eux aussi beaucoup de plats. Allez, c'est parti, générique. Cette semaine, dans notre coin des lobbies, on a une lettre de 10 lobbies bancaires européens, dont un grand habitué de notre coin des lobbies qui est en pole position, je pense, pour remporter un prix des lobbies cette année, la Fédération bancaire européenne. Et cette lettre, elle a été envoyée au commissaire européen à l'économie, ainsi qu'à l'ensemble des ministres de l'économie européenne, pour s'assurer qu'ils aient bien le message. Et cette lettre, elle commence d'abord par s'émouvoir de la crise sanitaire. Ils disent, à cause de la crise sanitaire, leurs employés n'ont pas pu travailler à 100%, certains sont en congé maladie, d'autres s'occupent des enfants. Bref, finalement, ce qui s'est passé pour l'ensemble des entreprises. Mais après, cette lettre continue, et c'est là qu'elle devient intéressante. Elle explique que la priorité dans la période pour ces banques est de garder leurs clients, je cite la lettre, et donc que dans ce contexte, elles n'auront pas le temps de déclarer leur schéma d'évasion fiscale, et donc elles demandent purement et simplement le report d'une obligation européenne qui oblige ces entreprises, ces banques à déclarer leur schéma d'évasion fiscale qu'elles proposent à leurs clients. Bon, c'est un peu fort de café, et un petit peu comme si un agriculteur, au vu de la crise sanitaire, avait dit « bon, bah, on suspend toutes les règles d'hygiène pour la production agricole », comme si elles n'étaient pas nécessaires pour produire dans de bonnes conditions des produits agricoles. La même question se pose ici pour les institutions financières, et pourtant, la Commission européenne a pris la lettre et elle a exécuté directement la demande des lobbies. Pire encore, elle nous a envoyé cette demande en procédure d'urgence, c'est-à-dire directement en session plénière, sans passer par la Commission,
Et cette mesure est soutenue et adoptée par l'ensemble des gros groupes qui vont des socialistes aux libéraux de la République en marche en passant par la droite. Bref, accéder aux demandes des lobbies, pour eux ça leur apparaît normal quand on fait la loi européenne. Et au fond, je trouve que cette histoire est assez symptomatique de la priorité que fait la Commission européenne de la lutte contre l'évasion fiscale, parce que oui, on avait une avancée sur laquelle on revient en temps de crise. Tous les prétextes sont bons pour revenir sur la lutte contre l'évasion fiscale, et pourtant, c'est pas comme si en ce moment, on n'avait pas besoin de dizaines de milliards d'euros pour lutter contre la crise économique, et comme si on n'avait pas besoin plus que jamais de lutter contre l'évasion fiscale. Bref, les lobbies, oui, mais un peu à rebours de l'histoire. C'est la fin de ce 31e épisode de L'Aubry qui court et de notre petite visite des locaux de la France Insoumise. Là, on est dans le couloir. Bon, il faut pas le dire, mais il y a toujours un peu de bordel au siège. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager largement, à nous faire des retours en commentaire ou des petits pouces bleus. On se retrouve la semaine prochaine, notamment pour une dernière semaine de marathon avant ce second tour des municipales un peu particulier. Mais d'ici là, on vous laisse en musique et en chanson avec le grand retour d'Erosie qui cette fois-ci défendent les métiers féminisés et ça fait du bien de les revoir dans la rue. Première de corvée, travail, enfant, charge du foyer. Première ligne, et pourtant nous sommes toujours les moins bien traités. C'est injuste, on vaut pas moins que les hommes. Première de corvée, les caissières, infirmières, aides-soignantes, aides-ménagères. Première de corvée, assistante maternelle, agente de propreté. Première de corvée, on dit stop, terminé. Première de corvée.